Et ouais, Marty, nous voilà à l'époque du Far West, aux États-Unis, courant 1800 pour ce voyage du jour en compagnie du chemin de fer. Un monde ferroviaire bien étrange, où on faisait des catastrophes volontaires. Alors non, je ne parle pas de celle-là. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Retour vers le futur 3. Ni non plus de celle-là que vous découvrirez bientôt dans Mission Impossible 7. Là, ce sont de fausses locomotives déguisées en vapeur. Non, je parle de vrais locaux vapeur, des machines bien réelles qu'on a volontairement fait se rentrer dedans. Pour comprendre un peu la portée de l'affaire, penchons-nous sur la sécurité ferroviaire. Mais avant ça, comme dans toute production hollywoodienne, un générique digne de ce nom. Au passage, merci à Chouchou abonné J'aime la pomme qui a fait ce générique. Dans le monde du train, un des premiers trucs qu'on apprend, ce sont les 5 risques majeurs. Le rattrapage, la prise en écharpe, le déraillement, l'obstacle et le nez à nez. Le rattrapage, c'est quand un train en rattrape un autre sans que ce soit désiré. Et vu qu'à la différence d'une voiture, un train a besoin d'énormément de distance pour s'arrêter, il ne roule pas à vue. C'est-à-dire que si on veut qu'il s'arrête à un point précis, on doit le prévenir à l'avance. Sauf que s'il rattrape un train sans être prévenu à l'avance, eh bien il va se l'emplâtrer. Et même à faible vitesse, les dégâts peuvent être importants, car ici on parle de plusieurs centaines de tonnes qui viennent rencontrer un mur, c'est-à-dire l'autre train qui lui est arrêté. La prise en écharpe, ça n'a rien à voir avec l'hiver qui arrive. C'est en fait 2 trains qui viennent se faire une bise latérale. Ça arrive sur une zone d'aiguillage où 2 voies se transforment en une. S'il y a un train sur chaque et que les 2 se mettent en route en même temps, forcément, ça va mal finir. Parmi les causes possibles, on pourra citer par exemple une erreur d'aiguillage, c'est-à-dire que celui qui trace les itinéraires s'est trompé et a tracé 2 itinéraires qui mènent sur la même voie. On pourra aussi parler d'erreur du conducteur. Il était arrêté devant un feu rouge, il ne devait pas passer et malgré tout, il s'est remis en marche alors que son collègue en faisait de même et lui, il avait le droit. Le déraillement, c'est quand un train quitte le rail. Là, il peut y avoir tout un tas de causes possibles, allant de l'anomalie à la voie à la survitesse en passant par l'accident. L'obstacle, c'est le truc qui n'a rien à faire sur la voie et que le train vient heurter. Là encore, c'est en rapport avec la distance de freinage. Quand un arbre est tombé sur la voie, c'est un exemple, le conducteur n'en sera pas avisé. Quand il va le voir, il sera déjà trop tard pour s'arrêter avant. Vous allez me dire, un arbre contre un train, c'est vite vu. Oui, mais le problème, c'est que le choc va casser des éléments. Alors ça peut être des éléments de carrosserie, entre guillemets, et là, ce ne sera pas très grave. Mais il faudra cependant les démonter pour pas qu'ils accrochent tout ce qu'il y a dans la voie, et là, ça va demander du temps. Mais ça peut aussi être au niveau de l'attelage automatique. Le choc vient casser des éléments, et là, ça pourra carrément, définitivement, bloquer le train. Et enfin, le nez à nez. Là, c'est assez clair, rien que par son nom. 2 trains se rencontrent, l'un en face de l'autre. Sauf que ce n'était pas prévu, avec toujours le même problème. Quand les conducteurs vont le voir, il sera déjà trop tard pour s'arrêter. Alors, trop tard pour s'arrêter, oui, mais parfois pas trop tard pour voir le drame arriver. Et là, c'est juste terrible. Ce sentiment d'impuissance quand tous les freins sont serrés et que malgré tout, l'autre train se rapproche inexorablement. Voilà, maintenant j'ai bien plombé l'ambiance. Et vous comprenez aisément pourquoi ces 5 risques sont les cauchemars absolus de tout cheminot.
Et quand je parle de cauchemar, le mot n'est pas trop fort. Car en effet, quand on discute avec les collègues, on se rend compte qu'on a tous ce point commun, c'est que tôt ou tard, on fait un cauchemar de catastrophe et on se réveille en sueur en pleine nuit en étant rassuré. Ce n'était qu'un cauchemar. A noter que ces risques peuvent se combiner. Le déraillement pourra être consécutif à l'obstacle, si le train, après le choc, vient à sortir de la voie. Un accident causé par l'affaissement d'un talus sur les voies. Inversement, un déraillement pourra devenir à son tour un obstacle et lui-même provoquer un nouveau déraillement. Ces 5 risques sont des totems pour tous les cheminots, les 5 piliers de la sécurité ferroviaire. Mais dans notre Far West du jour, c'est le nez à nez qui va nous intéresser. Nous sommes dans le sud des États-Unis, peu de temps après qu'on ait réussi l'exploit de relier côte est et côte ouest par le train. Suivant le même principe qu'en Europe, le chemin de fer se développe à vitesse grand V aux USA. À coup de contrat entre pouvoirs politiques et sociétés privées, les lignes fleurissent un peu partout et le nombre de compagnies ferroviaires croît à mesure que le chemin de fer avance. Mais tout pareil qu'en Europe, ça va rapidement poser des problèmes car les compagnies sont naissantes, petites et n'ont pas les reins assez solides financièrement parlant pour vivre au-delà des crédits d'État. Et comme si ça ne suffisait pas, les progrès techniques vont presque aussi vite que l'avancée des lignes. Et dans le monde ferroviaire d'alors, une locomotive devient rapidement obsolète tant la technologie fait des progrès. Oui, mais une loc, ça coûte un bras. Et quand la nouvelle sort, rutilante et puissante, remplacer les anciennes pourtant pas bien vieillies, c'est la ruine. Mais ne pas remplacer, c'est se faire doubler par les compagnies qui le font, et ont donc des trains bien plus rapides. Si aujourd'hui une locomotive fait souvent entre 80 et 100 tonnes, à l'époque c'était plus du 30 tonnes. Aussi, quand les 60 tonnes sont créées, il faut à tout prix les avoir, car elles envoient du pâté. Ça pousse. La Kansas and Texas Railroad, société de chemin de fer du Texas, est justement au carrefour technologique entre ces deux types de machines. Pour continuer à vivre face à la concurrence, il lui faut les dernières 60 tonnes. Problème, elle a un parc d'une 50aine de locomotives de 30 tonnes et doit s'en séparer pour avoir les moyens d'acheter les nouvelles. Certaines sont vendues à d'autres compagnies, mais peu, car les autres aussi veulent le top. D'autres locs sont vendus sur le marché du fret ferroviaire, mais là encore, problème, car elles sont peu puissantes en regard de la nouvelle génération. Au final, il reste un bon paquet de locomotives non vendues. Quoi en faire ? Et surtout, comment en tirer de l'argent ? Alors là, je vais vous demander un effort. Quittez votre cerveau francophone et passez en mode American. We will make America great again. Quand on veut faire de l'argent, on fait quoi ? Un show. It's the Truman Show. Oui, là-bas, tout est spectacle. On en fait des caisses sur tout et même quand on parle, on en met des tonnes. Oh my God! William George Crush, un agent de la Texas Railroad, se dit qu'on pourrait faire des shows avec des locomotives. Ça ferait un super coup de pub et permettrait de faire venir plus de clients au train. Nous sommes fin 1800 et là-bas, ça pense déjà en termes de coût marketing. Et quand on a des locs à pas savoir quoi faire et qu'on veut faire le buzz, on fait quoi ? On les fait rentrer dedans, bien entendu. Oui, ça paraît fou aujourd'hui, mais il y a 120 ans dans le sud des États-Unis, ça paraissait vraiment une bonne idée. Car après tout, voir deux monstres d'acier se rentrer dedans à pleine vitesse, ça allait être super spectaculaire. Ça ne laisse pas indifférent. Enfin, on supposait, car à vrai dire, on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Ça n'avait jamais été tenté volontairement. Il y avait bien eu un essai à plus faible vitesse, mais là on voulait un truc bien plus spectaculaire, donc bien plus rapide. Les ingénieurs de la compagnie ont été consultés. Ils estiment hautement improbable que les chaudières explosent lors du crash. Alors roule ma poule. Pendant des mois, la campagne de pub annonce l'événement. Entrée gratuite. Merveilleux, non ? Tout le monde veut venir, de tout le pays. Tellement de monde veut venir de tout le pays que les compagnies ferroviaires vendent des billets juste pour y aller. On va remplir des trains grâce à cet événement. Ça allait s'appeler Crash at Crush, un nom simple à retenir et colporter. Si Crush était bien le nom de celui qui a eu l'idée, c'est devenu un nom donné au lieu dans lequel on allait organiser ça. On va construire une voie juste pour ça. Histoire que l'accident voulu ne se transforme pas en un accident non voulu, avec un train rempli de voyageurs. Le lieu du crash est lui aussi soigneusement choisi, une cuvette. Ainsi, les pentes de part et d'autre de la voie pourront servir de gradin naturel.
L'organisation événementielle, ils ont ça dans le sang, les ricains. Pour qu'on distingue bien les deux locomotives, une sera en verte et l'autre en rouge. Repeinte pour mourir. Jour J, 15 septembre 1896. Tout est en place. Dans le village temporaire, stands, bars et restaurants accueillent les visiteurs. Et ils sont nombreux. 40 à 50 000 personnes sont venues là où on visait grand maximum 20 000. Personne ne se dit que ça peut être éventuellement dangereux et la police est débordée. Elle n'arrive pas à faire respecter un semblant de consigne de sécurité. Tout le monde veut être au plus proche du choc pour en profiter pleinement. Et avec une petite heure de retard, les locomotives distantes de plusieurs kilomètres l'une de l'autre se mettent en branle. Détail important, 2 loques c'est bien mais pas assez visuel. Aussi par souci de crédibilité, on a rajouté 6 wagons pleins de traverses derrière chaque loque. Comme ça, on dirait vraiment des trains. Et là, ça a de la gueule. Et pour la sécurité, on les a attachés avec des chaînes. Parce qu'il ne faudrait pas que les wagons se détachent avant le choc. Ça gâcherait le boom. Les 2 mécaniciens règlent tout et calent ce qui doit l'être. Ils sautent de leur train à 16 km/h. Les trains continuent leur marche et montent à près de 80 km/h avant impact. Et en effet, boom il y a, spectacle il y a. Alors, bonne idée ? Bah, pas vraiment. Car comme je disais, on ne savait pas réellement ce que ça allait faire et vu qu'on avait bien du mal à maîtriser le public, le périmètre de sécurité était inexistant. Au moment du choc, les 2 chaudières explosent, dispersant des morceaux de métal brûlants à 300 mètres à la ronde. Façon tir d'obus. Les forces engendrées sont énormes et les masses des wagons viennent encore ajouter à l'énergie cinétique. La puissance de l'explosion surprend tout le monde, enfin ceux qui ont eu le temps d'être surpris, car au premier rang, c'est l'hécatombe. Les bilans varient entre 3 et 10 morts, mais ce dont on est certain, c'est qu'il y a des dizaines de blessés. Ceux qui n'ont pas pris de morceaux de métal ont le droit aux éclats des wagons et des traverses. Crush est renvoyé sur le champ. Mais dans les jours qui suivent, le buzz est énorme et étrangement positif. On ne parle que de ça dans tout le pays et les gens achètent des billets pour les trains de la Kansas and Texas Railroad. Crush est réintégré. On ne sait pas réellement ce que sont devenus les ingénieurs qui disaient qu'on ne risquait pas l'explosion. Cannabis! Cannabis! Allez! La compagnie dédommagera les victimes et les blessés. 10 000 $ et un laissez-passer ferroviaire à vie. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non, nous sommes aux USA, show must go on. Bon ok, c'est dangereux, mais c'est fun. Alors nos amis ricains vont rééditer cette pratique, et ça pendant près de 40 ans. Ça va tellement plaire dans tout le pays que ça va se démocratiser. On va en faire un peu partout. $1 est $1, aussi il serait dommage d'en perdre en route. On exploita le filon jusqu'au bout, en faisant même une chanson à la gloire de ces crashs. Le mode opératoire n'allait pas changer, on allait toujours mettre en route, descendre à faible vitesse et laisser les trains continuer tout seuls. Mais on allait les faire se rencontrer moins vite, afin de ne plus risquer l'explosion. De même, la foule serait tenue à l'écart. Ce n'est que la crise de 1929 qui mettra fin à tout ça, car elle fit apparaître l'énorme gaspillage que c'était. De tout ça, il reste une plaque, et cet esprit de show ancré chez les Américains. Allez, à bientôt, et tchou tchou.